Je vous propose maintenant qu'on s'intéresse aux retombées économiques des projets d'énergie renouvelable. Donc des projets d'énergie renouvelable, comme Marie le présentait en introduction sur la typologie, qu'ils soient 100% privés, que ce soit des projets en co-développement ou que ce soit des projets à implication locale. Et on verra ensuite la différence de retombées économiques entre un projet 100% privé et un projet d'énergie renouvelable citoyen ou à implication locale. Pour s'intéresser aux retombées économiques, il faut d'abord faire un détour par les modèles économiques des grands projets d'énergie renouvelable. Donc, les grands projets d'énergie renouvelable sont caractérisés par des modèles économiques bien particuliers et qui sont assez différents entre les 3 phases différentes d'un projet. Donc, Marie l'a évoqué aussi tout à l'heure, la phase de développement, la phase de construction et la phase d'exploitation. Donc, on va avoir des enjeux économiques différents au cours de ces 3 phases-là. Et puis, on va le voir tout à l'heure, les modèles économiques qui sont caractérisés aussi par un soutien public, donc un prix, notamment un prix garanti par l'État, et un investissement attractif. Et puis, on verra aussi que la rentabilité des projets, elle repose sur les flux de trésorerie et la vente d'électricité. Donc d'abord, au cours de la phase de développement, le modèle économique, c'est une phase qui se caractérise par beaucoup de concurrence, notamment sur l'accès au foncier. Donc c'est pareil, Marie l'a évoqué sur le zoom qu'on a fait sur le foncier. C'est aussi une phase qui est caractérisée par beaucoup d'incertitudes, c'est ce qu'on voyait sur la double courbe, puisqu'en effet, les autorisations du projet ne sont pas encore délivrées, et donc la phase de développement, c'est la phase d'étude sur est-ce que le projet est faisable ou pas. Donc c'est une incertitude importante sur cette phase, mais le pendant de cette incertitude importante, c'est une lucrativité élevée, donc c'est-à-dire qu'ensuite, donc à la fin de la phase de développement, les autorisations vont valoriser le projet, et donc une prise de participation en phase de développement permet une rentabilité et une valeur ajoutée au projet une fois que les autorisations sont reçues pour le projet. Et c'est enfin une phase qui se caractérise par une période assez longue. C'est une phase qui peut durer entre 5 et 10 ans, puisque, en effet, toutes les études et les procédures administratives doivent être menées. C'est une phase qui peut durer encore plus longtemps s'il y a des recours. Ensuite, après le développement, la phase de construction. Sur la phase de construction, c'est une phase où il y a des métiers bien techniques pour développer le parc, qu'il soit éolien ou solaire ou autre grand projet d'énergie renouvelable. C'est des métiers assez spécifiques. Et c'est une phase où il y a un enjeu à la bonne réalisation des travaux qui est importante, tant sur la qualité technique que pour l'assurance des conditions bancaires. Sur cette phase-là de construction, il y a des développeurs qui proposent des offres, ce qu'on appelle des offres clés en main, donc avec toute la prise en charge de la construction, mais c'est conditionné à une marge importante prise par le développeur sur cette phase. Et enfin, après le développement et la construction, il y a la phase d'exploitation. C'est une phase qui est caractérisée par des coûts assez faibles. C'est surtout cette phase-là qui est rentable et qui donc engendre des retombées économiques. En ordre de grandeur, les coûts d'exploitation sur un projet éolien, c'est de l'ordre de 3% du chiffre d'affaires maximum. Et c'est la phase d'exploitation, qui est une phase assez intéressante puisqu'il y a une visibilité sur le long terme. Les projets d'énergie renouvelable, ils sont à 15, 20, 25 ans. Donc, on a une visibilité assez longue avec une production et un chiffre d'affaires relativement garanti sur le long terme. Donc, ce qui présente un intérêt pour les investisseurs. Enfin, ce qui est commun à ces 3 phases-là, sur les projets d'énergie renouvelable citoyens et aussi sur les projets privés, c'est un soutien public. Un soutien public, tout d'abord parce qu'il y a un besoin en capitaux relativement important sur les grands projets d'énergie renouvelable. Et donc, ce besoin en capitaux, il va être couvert en partie par l'emprunt bancaire. Et cet emprunt, il est possible, notamment parce qu'il y a le soutien public d'État et notamment un prix de l'électricité qui est garanti par l'État. C'est un gage d'assurance de réalisation du projet, ce prix garanti par l'État. Donc aujourd'hui, avec les conditions économiques, il y a des choses qui bougent, mais il y a toujours un prix garanti par l'État. Du fait notamment aussi de la durée longue d'exploitation, comme je l'évoquais, donc d'une vingtaine d'années. Et l'autre facteur important, c'est le chiffre d'affaires qui est relativement stable sur le long terme, donc à horizon une vingtaine d'années. Enfin, donc pour toutes ces raisons-là, c'est un modèle économique, le modèle des grands projets d'énergie renouvelable, qui est attractif pour les investisseurs,
du fait du soutien public, qui est une garantie avec la garantie d'État sur les prix, du fait des revenus qui sont relativement linéaires sur le long terme, et du fait d'une forte demande d'investissement qui entraîne une augmentation des prix, et donc qui fait monter les prix d'entrée dans les projets. Et enfin, donc, comment les projets d'énergie renouvelable engendrent des retombées économiques? La rentabilité des projets, elle repose sur les flux de trésorerie majoritairement qui sont générés par la vente d'électricité. Donc, en fait, l'argent généré par la vente d'électricité, elle va servir dans un premier temps à rembourser les charges du projet, donc tout ce qui est charges d'exploitation, fiscalité locale et impôt sur les sociétés. Et une fois que cette partie est remboursée, il reste de l'argent issu de la vente de l'électricité et c'est de la trésorerie qui est disponible pour le remboursement de la dette. Et donc, c'est ce flux de trésorerie-là qui restera disponible après le remboursement des charges qui détermine le montant maximal de la dette, donc ce qu'on peut emprunter en phase de développement. Donc, une fois que l'argent de la vente d'électricité a servi à rembourser les charges d'exploitation, la fiscalité locale et les impôts sur les sociétés, et que ça a remboursé aussi l'emprunt, donc que ce soit les intérêts de l'emprunt et le capital de l'emprunt, il reste une trésorerie donc moins importante que tout à l'heure, qui permet de rémunérer les apports en fonds propres et en quasi-fonds propres. Donc, c'est la trésorerie qui est disponible pour les investisseurs. Et cette partie de trésorerie disponible, c'est ce qui définit la rentabilité, le rendement du projet, ce qu'on appelle taux de rendement interne ou le TRI. Donc voilà, c'est cette trésorerie investisseur qui détermine la rentabilité du projet. Pour vous donner des ordres de grandeur financiers, mettre un peu des chiffres en face de ces éléments, sur un projet, donc là, qu'il soit privé, implication locale ou en co-développement, un projet de 5 éoliennes qui aurait une puissance unitaire de 3 MW à peu près, on est sur un ordre de grandeur financier de coût d'investissement de l'ordre de 19,5 millions d'euros. Et donc, ce projet-là de 5 éoliennes générerait sur le territoire à peu près, ce type de projet peut générer 110 000 euros par an de recettes fiscales locales et 250 000 euros par an de trésorerie disponible pour les investisseurs. Donc ensuite, en fonction du montage et du type de projet, soit cette partie de 250 000 euros redescend sur le territoire, soit elle est exportée sur un autre territoire si le projet n'est pas un projet à implication locale. Pour aller du côté du solaire et puis vous donner à peu près les mêmes ordres de grandeur sur un parc solaire au sol. Si on prend un parc solaire d'une surface de 15 hectares à peu près, on a une puissance de 15 MW crête approximativement. Là, on est sur des coûts d'investissement un petit peu inférieurs, donc de l'ordre de 10,5 millions d'euros. Et les retombées en recettes fiscales locales donc, seraient de l'ordre de 50 000 euros par an. Et la trésorerie disponible pour les investisseurs de l'ordre de 120 000 euros par an. Voilà pour les ordres de grandeur. On verra ensuite des exemples concrets de territoires et de projets sur les territoires. Ensuite, pour comprendre la différence de retombées économiques locales entre un projet citoyen et un projet privé, puisque donc, ce que j'ai présenté avant, c'était valable pour les projets citoyens et les projets privés, on peut voir sur ce graphique que projets privés comme projets citoyens font retomber sur le territoire des retombées économiques liées à la fiscalité locale, pour l'ordre de 24% à peu près, c'est ce qu'on voyait sur les chiffres précédents, et les loyers. Pour un projet privé, uniquement la fiscalité locale et les loyers assurent une retombée économique vraiment localisée sur le territoire. Ensuite, la variable des emplois locaux et des revenus de l'investissement local ne sont pas forcément garantis et peuvent être variables en fonction de la place des acteurs locaux dans le projet. Et sur un projet citoyen type, donc l'étude elle a été menée par Énergie Partagée et l'ADEME en 2019 et ils se sont basés, je crois, sur l'étude d'une centaine de projets. Sur les projets citoyens, on a toujours la part de la fiscalité locale et des loyers, mais en plus, on a les emplois locaux sur le territoire et des revenus de l'investissement local, puisque projet citoyen veut dire une prise de participation des acteurs locaux dans le projet d'énergie renouvelable. Donc en fait, ce qu'on peut voir avec ce graphique de manière générale, c'est qu'un projet citoyen ou à implication locale peut rapporter au territoire l'équivalent de 2 fois plus que ce que rapporte un projet privé, tout simplement parce que
la rentabilité du projet est relocalisée sur le territoire. Donc, dans cette étude d'énergie partagée, pour vous donner des chiffres d'ordre de grandeur, en France, c'est près de 100 millions d'euros de retombées locales pour les projets d'énergie renouvelable citoyens à l'échelle nationale par an, donc 100 millions d'euros. Et il faut savoir que la plupart de ces retombées économiques, elles ont lieu au moment de l'exploitation, puisque c'est à peu près 80% des retombées locales qui sont créées en phase d'exploitation, puisque la phase de développement et de construction sont plus des phases d'investissement, mais pas de retombées économiques. C'est bien au moment de l'exploitation qu'avec la vente d'électricité, il y a des retombées économiques qui sont créées. Donc là, on a ces différences entre projets citoyens et projets privés en termes de retombées économiques, mais ce ne sont pas les seules retombées, et il y a aussi des différences, bien sûr, en termes de gouvernance. On en a parlé tout à l'heure, notamment sur le droit de regard sur les projets et le droit d'influencer le projet. Les projets à implication locale, ils ont aussi d'autres formes de retombées qui ne sont pas forcément directement économiques. En effet, un projet à implication locale, il va pouvoir mettre en œuvre, à côté des retombées économiques, des mesures pour le territoire, comme par exemple des mesures d'aménagement, des mesures de sensibilisation, de création, par exemple, de parcours pédagogiques sur la biodiversité. D'autres retombées qui peuvent être aussi engendrées par les projets quand il y a une implication locale, c'est des mesures de sensibilisation liées à la maîtrise de l'énergie, des mesures de rénovation de bâtiments, par exemple, pour accentuer l'efficacité énergétique. C'est des projets qui touchent plus largement à toute la sphère de l'énergie. On voit aussi de plus en plus se développer dans les projets à implication locale une offre locale d'électricité. Donc avec la proposition d'un tarif avantageux pour les riverains et les habitants à proximité du parc éolien ou du parc solaire qui peut être installé. Et donc tous ces éléments-là, ce sont aussi, comme on l'a évoqué en introduction, des éléments permettant une meilleure acceptation des projets, puisqu'il y a une retombée directe, économique ou sous une autre forme, pour le territoire à un niveau local. Voilà pour les retombées économiques et les autres types de retombées de manière générale. Maintenant, quelques exemples. Je vais vous présenter 2 exemples. Tout à l'heure, on parlait aussi des échelles d'intervention. Est-ce que c'est la commune ou l'intercommunalité? On va voir un exemple où c'est une commune qui a pris participation dans un projet, et puis un autre exemple où c'est une intercommunalité. Donc d'abord, par exemple, le projet de Saint-Ganton. Donc c'est un projet éolien citoyen qui est en cours de développement sur la commune de Saint-Ganton. L'idée, elle a émergé dès 2010 et la commune s'est positionnée en faveur d'un projet éolien citoyen, donc avec la volonté d'une participation citoyenne. Et puis donc ensuite, en 2018, il y a eu la création d'une association avec l'entrée d'habitants, et puis la création d'une société de projet. On en parlait aussi tout à l'heure, sur ce projet, il y a eu la maîtrise foncière qui a été assurée par la commune. Donc c'est la commune qui est allée signer les promesses de bail et les baux amphithéotiques. Et donc c'est notamment cette sécurisation du projet par la commune et la signature de ces promesses de bail qui ont été revalorisées dans la prise de capital dans le projet. En effet, donc là, on peut voir sur le graphique du dessus la répartition du financement, la répartition de l'apport financier dans le projet. Donc les citoyens, par le biais de Cigale ou de collèges d'investisseurs, ont investi dans le projet à hauteur de 45%. Les partenaires, donc que ce soit syndicats d'énergie, plusieurs partenaires, on pourra détailler tout à l'heure, ont investi à hauteur de 30%, et les collectivités, donc la commune de Saint-Ganton, les communes riveraines, voisines de Saint-Ganton, et la communauté de communes ont aussi participé au financement du projet. Mais on voit que cet apport en financement est bien décorrélé de la part de capital dans le projet, puisqu'en effet, l'apport des promesses de bail a été valorisé, et l'implication de la commune dans le projet a été reconnue, et donc ce qui amène une valorisation, et donc les collectivités, communes et intercommunalités, qui étaient entrées à hauteur de 15%, ont une part de capital de 35% dans la société de projet.
la part des citoyens détiennent une part de capital moins importante et la part des partenaires est restée la même. Et donc, cette part de capital va permettre aussi, c'est ce qui fait partie des autres retombées qu'on évoquait tout à l'heure, de mener des actions de maîtrise de l'énergie qui sont prévues donc après construction du parc, notamment des actions de sensibilisation et des actions d'efficacité énergétique. Voilà pour l'exemple du projet éolien citoyen de Saint-Gantou. On pourra revenir dessus si vous avez des questions. Et puis le deuxième exemple qu'on voulait apporter, c'est l'exemple de la communauté de communes du Creys-Breiz. Donc, c'est une communauté de communes qui a été beaucoup démarchée à partir de 2015 sur des projets éoliens. Un groupe de travail a été créé donc, pour réfléchir à cette question et des accords de co-développement ont été signés pour l'entrée dans 2 parcs initialement, une entrée à 25% et une entrée à 30%. Et puis, donc, comme Questenberg Communauté l'évoquait aussi dans son témoignage, cette entrée dans les projets a entraîné le fait que les nouveaux développeurs sur le territoire venaient toquer à la porte de la communauté de communes à des stades plus avancés pour savoir si elle voulait entrer dans les projets. Donc, la communauté de communes a été sollicitée pour entrer dans différents autres projets. Et donc, pour mieux organiser ces interventions, en 2020, la communauté de communes a créé une holding. Donc, Marie vous a expliqué tout à l'heure ce que c'était qu'une holding. Donc, voilà, une société d'investissement qui permet de réunir tous les investissements pour ensuite les dispatcher dans les différents projets. Et donc, aujourd'hui, je crois que les chiffres datent de 2021, la communauté de communes a mis l'équivalent de 300 000 € dans la holding, donc avec des prises de participation très différentes, certaines prises de participation à hauteur de 100% avec une maîtrise foncière assurée par la communauté de communes, d'autres à l'échelle de 25%, 10 ou 30%. Et toutes ces prises de capital ont généré, pour l'instant, entre 2020 et 2022, plus 276 400 € de bénéfices, sachant qu'il y a eu des pertes à certains endroits. Par exemple, ce projet dans lequel la communauté de communes était rentrée à 10% a été annulé. Donc, ce qui représente, puisqu'il y a un risque à rentrer en phase de développement, là, le projet n'a pas été autorisé, donc ce qui représente une perte pour la communauté de communes. Mais comme l'ensemble des interventions, des prises de participation dans les projets étaient réunies au sein d'une même holding, d'une même société d'investissement, ça permet aussi de répartir le risque entre les différents projets. Et donc, l'annulation, la non-autorisation de ce projet a été largement compensée puisque le solde est largement positif par les autres projets. Donc, certains projets dont la communauté de communes est encore actionnaire et d'autres projets où la communauté de communes a revendu ses parts. Donc là, ce qu'on expliquait tout à l'heure, la communauté de communes prend des participations en phase de développement, en amont du projet, et ensuite, une fois la valorisation par les autorisations obtenues pour le projet, la communauté de communes a fait le choix pour certains parcs éoliens de revendre ces participations avec une forte valorisation du capital investi pour pouvoir réinvestir dans d'autres projets, donc l'argent issu de ces parcs. Et puis, sur le solaire, donc il y a aussi une phase de discussion, c'est en réflexion pour une prise de participation aussi dans un parc de projets solaires au sol. Voilà pour l'autre exemple donc, de la communauté de communes du Creys-Breiz. Et enfin, pour vous présenter rapidement, mais je viens de l'évoquer avec l'exemple de la communauté de communes du Creys-Breiz, la notion de boucle d'investissement vertueuse. Donc, en effet, on le voit, on l'a bien vu à travers les ordres de grandeur financiers, les différents projets d'énergie renouvelable, ils génèrent de la fiscalité locale pour les territoires et ils peuvent générer des retombées économiques s'il y a eu un investissement dans les projets. Et donc, ce sont ces apports en recettes fiscales locales et en retombées économiques liées à la prise de participation qui peuvent permettre en boucle d'investissement de refinancer le développement de nouveaux projets qui vont s'ajouter à une grappe de projets et qui vont donc permettre d'augmenter les retombées économiques sur le territoire. Voilà pour la notion de boucle d'investissement qui peut être une notion intéressante puisqu'au final, ça peut être un système qui fonctionne en boucle fermée et qui ne nécessite plus ensuite l'apport de capitaux extérieurs.
et qui permet aussi, à travers le modèle de grappe, de répartir le risque entre différents projets, des projets qui peuvent ne pas aboutir et d'autres projets qui peuvent générer des recettes plus importantes. Voilà à peu près pour les éléments liés aux retombées économiques des projets d'énergie renouvelable.